Et un jour, c'est ma sœur qui m'a confrontée. Elle avait compris ce qui se passait, elle en a parlé à ma mère, donc j'étais furieuse. Mais mine de rien, c'est elle qui a permis d'enclencher en fait le déblocage de la parole et puis ensuite par la suite la prise en charge. On connaît l'anorexie, la boulimie, mais moins l'hyperphagie boulimique. Et pourtant, c'est le trouble alimentaire le plus fréquent. 3 à 5% de la population en souffre. Et il touche autant les femmes que les hommes. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet de santé mentale, l'hyperphagie boulimique. L'objectif de cette vidéo, c'est toujours le même, libérer la parole sur des sujets qui peuvent être encore tabous et vous donner des conseils pratiques pour prendre soin de vous. Heureusement, certaines personnalités brisent les tabous et c'est le cas d'Ed Sheeran, grand artiste masculin, chanteur extrêmement connu, qui a révélé souffrir d'hyperphagie boulimique au printemps 2023. Alors on le remercie grandement de participer à la libération de cette parole. Alors pour mieux comprendre ce trouble, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Camille Ringot, psychiatre spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires. Tu es très suivi aussi sur les réseaux sociaux où tu fais de la prévention sous le nom de DocTCA. Et tu as aussi écrit un livre. Jeune régime minceur, la grande manipulation aux éditions Larousse, qui est sorti l'année dernière. Donc super bien, merci pour tout le travail que tu fais. C'est hyper important que sur les réseaux, on parle de tous ces troubles de santé mentale et de ces troubles des conduites alimentaires. Lison, c'est aussi un travail que tu fais régulièrement. Je te remercie d'être là pour témoigner. Toi, tu as souffert d'hyperphagie boulimique. Ouais. Et tu en as parlé aussi ouvertement. J'en ai parlé sur mes réseaux aussi. Et je suis très contente d'être ici pour pouvoir en parler encore et continuer à le faire. Et tu as aussi lancé un podcast qui s'appelle L'effet papillon. Ouais, L'effet papillon, où je parle de santé mentale, de quête de soi, de développement personnel. Et j'en ai fait un épisode entier sur les troubles du comportement alimentaire. Eh ben, merci pour tout ce que tu fais aussi. Et Mégane, merci aussi d'être venue jusqu'à nous. Tu viens de Bretagne en plus, c'est ça? De Nantes, alors c'est un débat. Mais je suis proche de la Bretagne. Bon bah merci d'avoir fait le trajet et d'avoir accepté de témoigner toi aussi parce que tu as souffert de troubles des conduites alimentaires, boulimie, hyperphagie boulimique, un peu en entre-deux. Tout à fait, oui. Et donc à l'inverse, moi je n'en ai jamais vraiment parlé. C'est quelque chose qui était compliqué à l'époque d'évoquer, donc voilà, ravie d'être ici. Donc c'est une des premières fois où tu le fais comme ça? Tout à fait, ouais, c'est la première fois. Ouais. Bah, merci beaucoup, merci. Alors pour toutes les deux, déjà à quel moment ce trouble est entré dans vos vies? Lison? Que je me rappelle, je crois que ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans. La question de l'alimentation, mon corps, s'est jamais posée. J'étais hyper sportive, je suis une famille... toute ma famille est sportive, j'ai fait de la natation pendant 15 ans. Ça n'a jamais été un problème et ça a commencé à l'être au moment où je me suis inscrite pour les Miss. C'est comme ça qu'on se connaît. Exactement. Première élection, pareil. Pour moi, c'était un jeu. Je le faisais vraiment avec plaisir. Et c'est à un moment donné où on m'a dit va falloir faire attention à ton corps. Où c'est rentré dans ma tête et pendant des mois et des mois, c'est devenu une obsession. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était. L'hyperphagie boulimique, je crois que je l'ai compris il y a même pas 4 ans. C'est-à-dire que sur les 7 ans où j'en ai souffert, et j'en souffre encore aujourd'hui, c'est par vagues. Mais je ne savais pas ce que c'était parce que personne n'en parlait. Et en fait, je mangeais énormément par stress, je pense. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai commencé à adopter des mécanismes de me cacher pour manger le soir, de mes parents, ma famille. Enfin, c'était un beau bordel. Ouais, donc en fait, toi, ça a commencé... T'avais quoi, 19 ans, c'est ça? J'avais 18 ans quand ça a commencé, ouais. Et j'en ai parlé à mon grand frère pour la première fois, mais au bout de 3 mois. Où je lui ai dit, je crois que j'ai un problème, je comprends pas, j'ai plus cette sensation de satiété qui est là, j'ai aucun plaisir à manger, je me cache. Enfin, il y a un truc qui se passe, mais j'ai mis 3 mois avant de me dire, genre là, ça va pas. Ce qui est bien finalement, plutôt assez rapide. Tu as réussi quand même à en parler à quelqu'un. Ouais. Mégane, tu te reconnais un peu dans son histoire? Oui, tout à fait. Je pense que moi, c'est arrivé aussi un peu en lien avec le regard de soi. Moi, c'est arrivé dans ma vie quand j'étais au lycée.
au début du lycée. Donc c'est quand même une période où on change, où le regard des gens commence un petit peu à changer sur soi. Commence à compter un peu pour nous, quoi. On a envie d'être bien vu, d'être apprécié. Tout à fait. Et par contre, j'arrive pas trop à définir à quel moment j'ai vraiment basculé dans les troubles alimentaires. Moi, ça a commencé par de la privation au début. Puis, il y a eu des mécanismes de compensation, parce que je commençais à beaucoup manger sans pouvoir me contrôler. Donc, il y a eu les mécanismes de compensation derrière. Donc ça, c'est plutôt le versant boulimique. Exactement, ouais. Et ensuite, sur la fin, quand j'ai commencé à aller mieux, eh ben, je suis plutôt tombée dans de l'hyperphagie. C'est-à-dire que j'avais toujours ces compulsions hyper importantes où je mangeais des quantités astronomiques sans compensation derrière. Et donc là, j'ai commencé à prendre du poids. Mais c'est resté, enfin ça a été vraiment, je suis passée un peu partout le panel. Ouais, moi aussi. Tu passes un peu partout. Exactement. Parce que tu prends du poids, après tu culpabilises, Voilà. donc tu te prives, Ouais. tu veux faire du sport à outrance, mais en fait tu reviens à une crise et c'est par vague. C'est complètement ça, et du coup c'est encore plus compliqué pour soi de comprendre ce qui nous arrive. Pour les autres, j'en parle même pas parce que j'ai entendu parler d'anorexie, de boulimie. Après, on m'a parlé d'hyperphagie, je comprenais pas ce que c'était. Il y a un peu de confusion aussi de la part déjà du grand public, des gens qui s'y connaissent pas, qui sont pas des professionnels de santé, la famille, l'entourage, c'est très très difficile à comprendre. Donc pour être très clair, tu peux nous refaire la définition. Pour reprendre, en fait, les troubles des conduites alimentaires sont des maladies mentales qui vont inclure 3 entités principales, l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique, qui sont les 3 entités les plus connues. L'anorexie mentale, ça va être une maladie où on va mettre en place des restrictions, ça va induire une perte de poids, il va y avoir une peur intense de grossir, une peur intense de devenir gros avec des perturbations de l'image corporelle. La personne va être à un poids en dessous de ce qui est dit normal. La boulimie nerveuse, ça va être la répétition de crises d'hyperphagie, donc une prise alimentaire très importante dans un court laps de temps qui va être suivie d'un sentiment de culpabilité, de malaise très intense et qui du coup va engendrer la mise en place de stratégies de compensation. Donc on appelle stratégie de compensation des comportements qui vont permettre de compenser la prise alimentaire qu'on vient d'avoir. Ça va être par exemple les vomissements, mais pas que, c'est pas forcément les vomissements, ça peut être d'autres choses comme l'hyperactivité physique, comme le fait de jeûner pendant plusieurs heures, plusieurs jours, le fait de prendre des médicaments, des laxatifs, des diurétiques, etc. Et la personne va avoir dans ces cas-là un poids qui va être dit normal, avec des fluctuations certes, mais on va avoir un poids normal. Et l'hyperphagie boulimique, qui est la 3e entité, qui est finalement la plus fréquente des troubles des conduites alimentaires, et à la différence des 2 autres, qui va toucher aussi autant les hommes que les femmes. Là, pour le coup, on va avoir des crises, une répétition de crises d'hyperphagie comme dans la boulimie, sauf qu'on n'aura pas de conduite de compensation. Et donc, la personne, progressivement, va prendre du poids et atteindre un moment de surpoids, une situation d'obésité. Donc, un surpoids ou une obésité, ça peut être un signe associé à l'hyperphagie boulimique, et donc ça peut être un signe d'inquiétude. Donc les proches de quelqu'un qui prend du poids peuvent se dire « Ah tiens, là il est en train de se passer quelque chose, il y a eu un changement ». C'est ça. C'est important en tout cas de se poser la question parce qu'on entend souvent dire surpoids, obésité, c'est une question de volonté, la personne elle est gourmande, la personne elle ne fait pas attention. Voilà, ça c'est des choses qui sont trop courantes encore aujourd'hui. Alors qu'en fait, la personne, elle souffre peut-être de troubles des conduites alimentaires qui se soignent et la prise en charge, c'est pas du tout la même. Donc, il y a une prise en charge et il faut pouvoir la mettre en place et donc il faut avoir notion en fait que ça existe ce type de trouble. Ouais, on insiste sur le fait que c'est une maladie. Qu'on peut pas le contrôler, qu'il y a vraiment un dérèglement de la pensée, des schémas comportementaux. Il se passe vraiment quelque chose dans la tête. C'est une maladie psychiatrique, donc qui se traite avec des protocoles, un accompagnement spécifique. Ça, c'est compliqué au début à comprendre et même de la part des autres aussi. En tout cas, moi, personne ne le comprenait. Mes parents, ils m'ont vu prendre du poids. En plus, ils avaient le stress de l'approche de Miss France. Mon père, je lui en veux pas aujourd'hui, mais il a tellement mal agi. Il m'a acheté des boissons à boire en guise de repas pour que je perde du poids, des gélules minceurs, c'était n'importe quoi. Je pense qu'il ne savait pas du tout comment faire à ce moment-là et ça a fait qu'empirer ce truc-là, quoi. Il me surveillait quand j'allais dans la cuisine, donc j'attendais qu'ils aillent se coucher pour descendre manger. C'était compliqué. Et il y a souvent cette phrase qui revient
tout le temps, et même sur les réseaux, je la vois encore, c'est vous avez qu'à vous contrôler. Sauf qu'on ne peut pas se contrôler. En plus, c'est pas comme... c'est une maladie, mais on est censé manger aussi pour rester en vie. Donc comment on fait si c'est notre problème principal et en même temps, il faut quand même se nourrir, quoi. Donc non, on ne peut pas juste se contrôler. En plus, il y a un truc qui se passe dans le cerveau où c'est comme si on n'était plus là. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'avais une crise, il y a un moment de pause. C'est aussi ce moment de pause qui nous fait du bien à la santé mentale, où le monde s'arrête, où on va juste manger. Et après, coup, on culpabilise énorme parce qu'on se réveille, on se dit « Ok, là, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Mais il y a un truc qui s'arrête. On ne peut pas se contrôler. Exactement. Enfin, ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que moi, j'avais le sentiment que mes crises étaient un peu déclenchées par une sorte de flot d'angoisse, des pensées qui tournaient en boucle. C'était vraiment très intense et très pesant. Et je pense que ça finissait toujours par une crise d'hyperphagie. Et en fait, quand j'étais en crise, j'avais l'impression de mettre mon cerveau en pause. Et en fait, c'était... je pense qu'on rentre en fait dans le mécanisme. Le cerveau, les pensées étaient en pause et on est presque en mode... Enfin, ça se tait, quoi. Et sauf qu'après, là, après, c'est en sombre, quoi. C'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est sombre, c'est douloureux, il y a la culpabilité, et c'est vraiment très difficile. Moi, pour ma part, personne ne s'en est rendu compte. En fait, j'ai caché tous ces comportements pendant presque 1 an. Donc, il y avait aussi le moment de solitude intense où on se disait, bon, là, il va falloir remettre le masque et paraître comme si tout allait bien. Et du coup, il y avait vraiment 2 faces. La personne un peu en société qui dit non, ça va, et l'autre personne qui était au fond du seau après les crises. Et ça, c'est très compliqué. Et sur les remarques que tu disais, c'est vrai qu'on nous demande de se contrôler, de ne pas faire ça, sauf qu'en fait, c'est impossible. Et moi, il y a une question aussi que j'avais trouvée très difficile. C'est ma grande sœur qui m'avait dit ça quand elle s'était rendue compte de ce qui se passait. Elle m'avait dit, mais Mégane, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Ça te fait du mal. Et en fait, c'est horrible parce qu'il y avait beaucoup de tristesse, du coup, il y a de la culpabilité, on se dit mince. Et moi-même, je me disais, mais pourquoi je fais ça ? J'en sais rien. Ça rajoute à ta perte de confiance, ta dévalorisation. Exactement, ouais. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on veut se contrôler, mais on ne peut pas. Donc, Puis c'est contre-productif presque de dire allez, il faut contrôler les choses, il faut juste contrôler son alimentation, il faut juste manger moins, il faut juste faut juste manger moins. Finalement, mettre du contrôle, induire du contrôle, ça va faire pire que mieux en fait, ça va majorer le fait de perdre le contrôle sur l'alimentation, parce que plus on essaye de reprendre le contrôle sur ça de façon un peu stricte, avec en plus un regard extérieur, et plus finalement ça va exploser en fait. Ça nous isole aussi, je sais pas pour toi, mais les soirées entre amis, je voulais plus y aller. Les restaurants, c'était une angoisse de me dire qu'est-ce que je vais devoir commander. Souvent, je prenais une salade et en fait, en rentrant, j'avais envie je prenais le moins possible devant les gens et je leur montrais que je mangeais pas beaucoup. Mais par contre, dès que je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de relâcher la pression de ce moment où il y avait beaucoup de stress et juste de manger en fait. Et c'est souvent ça, on voit souvent les patients, ils disent que face aux personnes en public, ils vont essayer de manger le moins possible, ou même au repas classique, ils essayent de manger le moins possible, le plus sain possible. Pas mettre la puce à l'oreille et puis être catégorisé comme je mange bien. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, pareil, ça fait pire. Ça fait pire parce que plus on se met en restriction sur la journée ou au repas ordinaire, et plus on risque de perdre le contrôle sur des crises d'hyperphagie, parce que le corps, en plus de ça, il a faim, il est frustré, il a faim, et en plus, il a besoin de gérer des choses. Là, le symptôme, il vient gérer une angoisse, des angoisses massives, peut-être des symptômes dépressifs. Le symptôme, il est utile à un moment donné, c'est pour ça qu'il se répète. Donc c'est important en tout cas de rappeler qu'il y a pas mal de mécanismes qui entretiennent ces cercles vicieux-là et qui entretiennent la maladie, dont le fait de se restreindre et de manger moins. Donc c'est pas la solution. Mais voilà, on comprend effectivement dans vos 2 histoires qu'il y a quand même ce sujet de l'anxiété, du mal-être. Moi, ce que j'ai du mal encore à percevoir, c'est pourquoi certaines personnes vont se tourner vers la nourriture et du coup vont rentrer dans les troubles des conduites alimentaires,
D'autres, ça peut être plein d'autres choses, quoi, des substances, voilà, de l'alcool, du tabac. Ou personnellement, moi, je souffre d'anxiété, mais j'ai jamais, tu vois, eu ce lien avec l'alimentation. Et pourtant, je me suis aussi interrogée souvent sur mon corps, mon aspect physique, le fait d'avoir envie de garder la ligne. J'ai remarqué tout ça aussi par rapport à ce qu'on a vécu, notre expérience dans les Miss. Mais voilà, j'ai jamais basculé du côté des troubles alimentaires. On sait l'expliquer, ça, pourquoi, chez certaines personnes En fait, il y a des facteurs de vulnérabilité chez une personne qui va faire qu'à un moment donné, avec l'apparition de facteurs déclenchants, il va y avoir le développement, l'émergence des symptômes des troubles des conduites alimentaires. Là, pour le coup, par exemple, vous expliquez votre expérience en tant que Miss France, c'est effectivement un milieu à risque de développer des troubles des conduites alimentaires. Ça vient appuyer sur l'image, l'apparence, sur le contrôle de son corps, sur une pression par rapport à un idéal corporel aussi, qui est quand même assez poussé chez les Miss France, en tout cas de ce que je vois de l'extérieur. Oui, non, mais complètement, on peut le dire aujourd'hui. Hein, voilà, il y a une pression qui est mise par rapport au corps, donc une attention particulière qui est portée sur ça. Chez des personnes qui vont avoir une vulnérabilité sous-jacente, et ben ça va intensifier le risque de développer des troubles alimentaires, et il suffit qu'à un moment donné, je veuille mettre en place dans mon comportement, dans mon alimentation, des petites choses pour pouvoir faire attention, contrôler, perdre un peu de poids. Et en fait, je peux, derrière ces petites conduites-là, finalement tomber dans les troubles des conduites alimentaires, et ça va être potentiellement des restrictions initialement. Et en fait, les restrictions, elles ne vont pas tenir, il va y avoir des crises d'hyperphagie, et je vois que je prends du poids et je ne supporte pas, et du coup, je mets en place des compensations. Mais en fait, les compensations, j'y arrive plus parce que je suis épuisée. Donc en fait, je continue à prendre du poids et je me sens encore plus mal, et plus je me sens mal, et plus je fais des crises, et plus je me sens mal. Enfin, en fait, on rentre dans des cercles vicieux comme ça. Et là, on voit bien qu'il y a eu des facteurs de risque qui n'ont pas fait développer des troubles alimentaires chez toi. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas parce que tu n'as peut-être pas d'autres facteurs de vulnérabilité, alors que Lison va avoir eu d'autres facteurs de vulnérabilité en dessous, peut-être. Oui, puis il y a ce lien entre, quand même, avec l'alimentation, où on fait le lien entre image corporelle, poids, alimentation, où effectivement, moi j'ai grandi peut-être dans une famille où on faisait moins ces liens-là. Je l'ai dit dans une autre vidéo où on parle du coup de la boulimie. J'avais pas de balance à la maison par exemple, et j'ai jamais vu mes parents faire de régime. Donc effectivement, peut-être que j'avais moins ce lien entre la solution, ça peut être de contrôler son alimentation. Oui, parce qu'il y a toute l'éducation aussi alimentaire qu'on a pu avoir, l'éducation familiale qu'on peut avoir autour du corps, autour du poids. Il y a plein de choses qui vont jouer en fait dans l'apparition des troubles alimentaires. Il y a des facteurs génétiques aussi, il y a des prédispositions génétiques. Les personnes qui ont des parents qui ont souffert de troubles alimentaires ont plus de risques de développer des troubles alimentaires. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses, des facteurs biologiques, neurobiologiques qui sont identifiés en tout cas dans les risques de développer des troubles alimentaires. Donc effectivement, on ne part pas tous avec les mêmes bases, avec les mêmes risques, et puis on arrive dans une société qui met la pression en tout cas sur ce corps. Miss France, c'est clairement, je pense, un phénomène qui est très caractéristique un peu de cette société de contrôle de l'apparence, etc. Et effectivement, quand on se confronte à ça et qu'on a une fragilité, on peut développer ce type de troubles. On n'a pas vraiment parlé des complications médicales, vraiment. On a compris sur la santé mentale quand même l'impact, mais au niveau vraiment corporel, physique, les complications de cette hyperphagie boulimique. Donc prise de poids, du coup risque de maladies métaboliques, en fait, c'est diabète. Tous les risques de la prise de poids, puisque l'hyperphagie boulimique, le risque principal, c'est effectivement la prise de poids et l'arrivée à une situation d'obésité et toutes les complications qui vont avec les situations d'obésité. Maladies cardiovasculaires. C'est ça. Maladies métaboliques, maladies cardiovasculaires, du foie. diabète, tout ce qu'on peut retrouver dans l'obésité en fait. Ok. Et ça nécessite en fait des surveillances médicales. On peut avoir l'impression que, pareil, par rapport à l'anorexie mentale ou la boulimie nerveuse, ce serait moins grave.
Non, l'hyperphagie boulimique, ça reste grave. Déjà, les crises, elles sont hyper importantes avec un organisme qui doit absorber quand même une certaine quantité d'aliments sans le rejeter, sans le compenser derrière. Donc, il est aussi abîmé par ça, par ces crises à répétition, par ces dérèglements en fait, de la prise alimentaire aussi, parce que c'est complètement... c'est pas du tout naturel de manger comme ça. Donc, forcément, ça va impacter le corps. Et derrière, toutes les complications qu'on va avoir en lien avec l'obésité, elles sont aussi graves. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'épidémie de l'obésité, c'est un problème de santé publique qu'il fallait prendre en charge. Chez les personnes obèses, les études elles montrent qu'il y a à peu près 40% des personnes qui sont en situation d'obésité qui souffrent en fait de troubles des conduites alimentaires de type hyperphagie boulimique. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et la prise en charge n'est pas la même que quelqu'un qui souffre d'obésité parce qu'il y a un problème génétique, il y a un problème hormonal, qu'il y a un terrain, etc. Vous avez eu comme ça dans vos familles aussi d'autres histoires? Alors, pas de troubles alimentaires, enfin pas que je sache, mais la question de l'éducation à l'alimentation, je pense que c'est hyper important. L'environnement, alors du coup, j'ai jamais fait de concours de Miss ou quoi que ce soit, mais par contre, j'ai fait beaucoup de gymnastique. Et c'est aussi un sport où il faut être très musclé, on est dans des tenues quand même très moulantes en compétition, et forcément qu'il y a l'image du corps. Et en plus, c'est vrai, la question de l'éducation à l'alimentation, où on peut voir sa maman faire un régime parce que voilà, c'est ce qui se fait quand on veut perdre un peu de poids. Et je pense que peut-être surtout en tant que jeune fille, on s'identifie un peu à ça en se disant c'est vrai que c'est ce qu'il faut suivre si on veut perdre un petit peu. Donc je vais commencer par juste arrêter le sucre ou le chocolat. Et puis ensuite, on devient de plus en plus restrictif et un jour, on perd le contrôle complètement, quoi. Oui, moi, ça m'a fait écho parce que je suis dans une famille de 5, on est 5 nageurs. Mes parents étaient sportifs et la question du poids, depuis que je suis petite, je l'entends. J'ai une grande sœur, si elle prenait un peu de poids, je sais que mon père, il lui faisait 2-3 réflexions. Ma mère qui me disait que quand elle avait mon âge, elle était comme ça et que ma sœur et moi, on ne l'était pas forcément. Donc ça, c'est des choses qui te restent en tête. J'ai 3 grands frères qui ont eu des corps super fins, super grands et nous, avec ma sœur, on n'était pas formés comme ça. Et du coup, depuis que je suis petite, on l'entend où mes parents ont vachement de contrôle sur le corps. Et je pense que ça a joué un peu. Ouais, ça a vachement joué. On comprend que c'est un ensemble de facteurs, qu'il y a les facteurs déclenchants aussi. Ouais. On ne va pas tout mettre sur l'éducation ou les familles, mais c'est un ensemble. Il ne faut pas culpabiliser non plus les familles, parce qu'elles font pas, on ne fait pas non plus exprès. Et soi-même, en tant que parent, je pense qu'on est aussi influencé par la société, par sa propre éducation. Enfin, je veux dire, après, personne n'est responsable en fait, mais c'est juste que peut-être qu'en le sachant, on peut modifier un peu notre façon de communiquer auprès des enfants autour de l'éducation alimentaire. Complètement. Et justement, en fait, pour rebondir là-dessus, j'ai aussi une grande sœur et un petit frère, et eux ont un rapport très sain à la nourriture. Donc en fait, ça peut impacter quelqu'un dans une fratrie et pas les autres. Donc en fait, c'est très compliqué. Et je pense en tant que parent, c'est extrêmement dur de comprendre pourquoi moi et pas ma sœur ou mon frère. Et ça doit être... je pense que quand mes parents ont découvert ce qui se passait, ils se sont dit, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est hyper compliqué, quand on ne comprend pas, de mettre des choses en place. Et puis, pourquoi on en est arrivé là? Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de culpabilité aussi dans les familles. Et du coup, il faut faire attention, je pense, à ne pas mettre vraiment le curseur sur eux en disant il ne fallait pas faire ci. Ils ne sont pas responsables. Non, pas du tout. Ouais. On fait ce qu'on peut en tant que parents. C'est clair. Tu leur as dit, toi, ou ils l'ont découvert parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose? Ils l'ont découvert. En fait, j'étais quand même très, très douée pour maintenir le secret. Je mettais en place des choses très précises pour surtout que ça ne se sache pas. Et du coup, j'arrivais toujours à garder un peu la face. Et en fait, la première fois que j'en ai parlé, c'était à ma meilleure amie. En fait, dans les moments de crise, j'avais vraiment conscience que c'était grave, que j'étais très très mal. Et bizarrement, j'étais très lucide sur le fait que la situation n'était pas normale. Et un jour, j'ai réussi à envoyer un message à mon amie en lui disant écoute, je vais très très mal, il faut que je t'en parle. Même si je te dis demain que tout va bien, il faut vraiment que je en parle à quelqu'un. Et donc, elle m'a tiré les verres du nez, elle a fait vraiment un super... elle a été hyper présente. Et c'est la première fois que j'ai réussi à en parler. Mais après, c'est encore resté très entre nous. Donc la pauvre, je lui ai un peu mis ça sur les épaules et je ne savais pas quoi faire. Et un jour, c'est ma sœur qui m'a confrontée
Elle avait compris ce qui se passait. J'étais dans une période où il y avait beaucoup de mécanismes de compensation par vomissement. Elle en a parlé à ma mère, donc j'étais furieuse. Mais mine de rien, c'est elle qui a permis d'enclencher en fait le déblocage de la parole et puis ensuite par la suite la prise en charge. Tu as pris conscience tout de suite du coup quand ton entourage a été au courant, mais tu as réalisé que tu avais besoin de soins? Oui, je pense. En fait, je pense que je commençais à me dire il faut que je puisse en parler à une psychologue, mais j'étais mineure, je vivais chez mes parents et je voulais pas leur dire. Donc ça mettait quand même plusieurs obstacles pour aller voir un psychologue que je ne pouvais pas payer, je voulais pas en parler à mon médecin traitant. Enfin, et du coup, le fait que ma sœur sorte un peu ce sujet sur la table, ça a été finalement le moment de leur dire peut-être que j'en parle à quelqu'un en gros. Donc ça a enclenché un peu le mécanisme de soins. Moi, je suis même pas sûre que mes parents ils sont au courant. Je me pose la question. Je pense qu'ils ont peut-être ils en ont entendu parler parce que j'en ai parlé, mais je pense qu'ils préfèrent. On n'en a jamais parlé en tout cas, eux et moi. C'est mon frère qui, quand j'en ai parlé, qui a pris rendez-vous chez une psy pour lui, pour savoir comment il pouvait faire pour m'aider. Ça, c'est la beauté de mon grand frère. Et du coup, pendant 7 ans, vu que c'est par vague, à chaque fois que je replongeais dans des crises, je me tourne directement vers mon grand frère, qui est à l'écoute, qui ne me jugera pas et qui saura au mieux m'aiguiller. Mais c'est vrai que mes parents, on n'en a jamais parlé, eux et moi. Ouais, donc il y a encore quand même une difficulté de communication avec tes proches. Est-ce que tu as eu une prise en charge médicale ou spécialisée? Non, j'étais suivie par une psy pendant 5 ans. De base, j'y allais pour ça et en fait, on a dévié sur d'autres sujets. Et puis aujourd'hui, je suis suivie par une sophrologue et même si je lui en parle, parce que pareil, ça revient à des moments, puis on dévie sur d'autres trucs, quoi. Elle me dit c'est juste le haut de l'iceberg en fait. Voilà comment elle schématise. Donc toi, t'es rentrée un peu tout de suite dans le côté traiter, essayer de comprendre un peu tes schémas de pensée, les mécanismes, et traiter un peu les causes. C'est ça. Donc du coup, t'arrives à vivre avec. J'essaie de l'accepter. Tu fais pas trop de crises? Franchement, c'est par moments. J'en faisais plus du tout et puis j'ai vécu une rupture amoureuse où j'ai fait une petite dépression où là je mangeais plus et après quand ça commençait à aller mieux, là j'ai vite recommencé à compenser parce qu'en même temps j'ai pas mangé pendant 6-7 mois. Donc du coup les crises sont revenues. En fait c'est par période et je me suis dit que de lâcher prise et que d'accepter que ça faisait partie de moi. Alors je sais pas si je vais dire des bêtises parce que du coup je suis en train de dire que je sais pas si je peux en guérir, mais en fait j'ai accepté qu'une part de moi réagissait comme ça quand je me sentais mal. Et du coup, j'essaye plutôt de l'accepter, quoi. C'est le chemin vers la guérison. Oui. Oh ouais, non mais pas de bêtises. Ici, on dit pas de bêtises. On discute. Non, personne ne dit de bêtises. Et après, on ajuste, tu vois. On met un peu de nuance des fois. Non, parce que c'est vrai que dans l'évolution vers la guérison, il va y avoir une question d'acceptation de la crise, du fait que c'est une maladie, de la prise de conscience, de tout ça. Et c'est nécessaire pour pouvoir justement derrière comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et essayer de diminuer, voire arrêter complètement les crises. Ce qui est important quand même de dire, c'est que ça se soigne et on peut en guérir complètement. C'est pas une fatalité de se dire dans ma vie, je vais toujours avoir des périodes où j'aurai des crises parce que je réagis comme ça. Non, ça pour le coup, j'ai envie de dire non, franchement, parce que ça se soigne complètement et on peut ne plus avoir ces comportements-là. Ça me fait du bien de l'entendre. Et c'est important. Pour ça. T'as bien fait venir. Voilà. Non, mais c'est hyper important parce qu'il y a des prises en charge qui existent, que c'est pas normal d'avoir des symptômes comme ça de crise d'hyperphagie aussi importante. Ça veut pas dire que dans la vie, il y aura pas des moments où j'aurai une alimentation émotionnelle ou parce que j'ai vécu une rupture, par exemple, sentimentale. Mais ça on l'a tous. Voilà, je vais manger un pot de glace parce que ça me fait du bien. Ça, c'est normal en fait. Ça, c'est l'alimentation émotionnelle. On est tous des êtres humains, on a tous des émotions, on a tous, quelque part, géré des émotions avec de l'alimentation. Ça devient problématique quand c'est un problème pour nous et quand on n'utilise que ça, en fait, comme gestion des émotions.
Mais c'est très différent de faire des crises d'hyperphagie où on se met où on a une perte de contrôle totale sur la prise alimentaire, avec des quantités importantes, avec un sentiment de souffrance majeure dans les suites de la crise, avec toute une honte, une culpabilité, un mal-être qui se majore au fur et à mesure en fait, de l'évolution de cette maladie-là. Ça, c'est pas normal et ça se soigne. Et c'est pas de la faute de la personne qui en souffre, parce qu'elle est victime d'une maladie, comme on pourrait souffrir d'une autre maladie, mais ça se soigne vraiment et il y a des méthodes très différentes d'une personne à l'autre, parce que chaque pathologie et chaque personne est différente, mais il faut essayer de comprendre en fait avec la personne qui souffre ce qui se passe et de développer avec elle, de mettre en place avec elle les soins les plus personnalisés, les plus adaptés en fonction de la sévérité des troubles, des symptômes, des raisons pour lesquelles il y a ces troubles-là et aussi de l'âge. Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes soins quand on est enfant, ado, que quand on est adulte, et c'est normal. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont à adapter, et on en sort d'autant plus de l'hyperphagie boulimique et de la boulimie nerveuse que de l'anorexie mentale. Il y a encore plus de résultats positifs de guérison dans ces deux troubles-là. Donc vraiment, il faut s'accrocher parce que c'est hyper important, quoi. On peut en être libéré complètement. Classiquement, quelle est la prise en charge pluridisciplinaire, j'imagine. Donc, Pour tous les troubles des conduites alimentaires, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Donc c'est ce qui est dit aussi dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est des prises en charge psychiatriques, psychologiques, somatiques, donc pour gérer les complications médicales liées aux différents troubles des conduites alimentaires, nutritionnelles, diététicien ou nutritionniste, et sociales et familiales. Parce que, par exemple, chez l'adolescent qui va souffrir de boulimie ou d'anorexie mentale, le premier traitement indiqué va être la thérapie familiale, par exemple. Donc voilà, il y a... D'où l'importance que la famille soit au courant. D'où l'importance, mais c'est clairement pas simple. Et d'où l'importance qu'il y ait des soignants aussi qui soient là après pour pouvoir être aussi des médiateurs à travers la famille, pour expliquer les symptômes, pour expliquer pourquoi est-ce que c'est cette façon de dire les choses au sein de la famille, ça risque de majorer les symptômes, ça risque d'aggraver la situation. C'est plein de petites choses qu'on peut adapter grâce à la prise en charge spécialisée. Non, ça résonne beaucoup parce que je trouve que c'est difficile de trouver les bons praticiens aussi. Même quand on en parle et qu'on commence à être pris en charge ou qu'on veut être pris en charge, parfois, moi personnellement, je me suis adressée à mon médecin traitant, qui est un super médecin, qui me suit depuis que je suis toute petite, donc il me connaît très bien. Et en fait, quand je lui en ai parlé, la première chose qu'il m'a dit, c'est ça arrive, l'adolescence, c'est pas une période facile, ça va passer, c'est pas trop grave. Et point final. Et du coup, il était un peu perdu. Qu'est-ce que je fais ensuite? Et je pense que du coup, c'est vraiment difficile de trouver les bonnes personnes qui vont nous accompagner. Et qui en fait, quelle spécialité? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde qui est spécialisé en fait. Il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé qui sont spécialisés. C'est pas assez connu dans les études de médecine. On n'en parle pas plus que ça. Si on ne se surspécialise pas, c'est exactement ce que j'allais dire. On ne sait pas ce que c'est vraiment les troubles des conduites alimentaires. Et en tant que médecin généraliste, moi j'ai cette sensibilité autour de l'alimentation. Au dépistage, tout ça, parce que je m'intéresse beaucoup à la santé mentale, à la nutrition, donc forcément, et c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que le sujet des troubles des comportements alimentaires commençait vraiment à m'intriguer, j'avais envie de pouvoir aider, mais effectivement, on n'est pas bien formé, on ne sait pas trop comment réagir. Au tout début, quand on est jeune médecin, on n'a pas forcément un réseau aussi de tous les spécialistes. On n'a pas en tête finalement tous les protocoles et on peut avoir tendance à botter un peu en touche en disant c'est pas grave, on peut se revoir dans 3 mois, dans 6 mois. Sauf que, on le sait, plus on prend en charge précocement, mieux c'est. Plus on prend en charge précocement et plus l'évolution elle est favorable. Après, c'est beau sur le papier de dire qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire avec diététiciens et autres, mais dans la réalité, c'est vrai que déjà, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Et en plus de ça, parmi les spécialistes, il faut une surspécialité dédiée aux troubles des conduites alimentaires, parce qu'on parlait aussi tout à l'heure des diététiciens, des nutritionnistes, qui sont beaucoup formés finalement à la prise en charge de l'obésité, du surpoids. Et un vrai fléau, c'est vrai. Qui doit être pris en charge, qui est nécessaire, qui est un vrai problème de santé publique, mais qui du coup, dans leur façon d'avoir appris les choses et véhiculer les messages, peuvent être délétères pour des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Donc moi, en tant que médecin, je pourrais dire j'adresse ma patiente à une diététicienne, un diététicien pour prise en charge d'un trouble des conduites alimentaires. S'il n'est pas spécialisé, ça risque de faire pire que mieux, en fait. Et c'est pas volontaire de la part du professionnel, puisqu'il a appris comme ça.
Donc c'est vraiment, il faut en parler plus, il faut réussir à former les professionnels, tout type de professionnels, pour réussir en fait à prendre en charge correctement les choses et pas avoir des propos qui pourraient être mal interprétés, inadaptés ou aggraver les situations en fait. Qu'est-ce qui t'a fait du bien, toi? Parce que du coup, moi, on a compris, ton médecin, il ne savait pas trop comment gérer ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, je pense que je soupçonne mes parents d'avoir fait un peu de forcing auprès de mon médecin, justement, parce qu'un rendez-vous un peu lambda que j'ai eu après, il m'en a reparlé en me disant, bon, c'est vrai que peut-être qu'un suivi psychologique, ce serait pas mal. Donc j'ai été voir une psychologue qui n'était pas spécialisée, mais ça m'a quand même aidée, je pense, à prendre du recul. Enfin, même elle n'a pas mis vraiment de mots sur ce qui m'arrivait. Donc moi, à ce moment-là, je savais que j'avais un problème, j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc elle n'a pas mis de mots, mais par contre, elle m'a aidée un peu à prendre un pas de recul, à comprendre aussi les cycles, parce que c'est très cyclique quand même. Je ne sais pas comment tu le vis, mais j'ai l'impression que c'est répétitif, c'est toujours exactement le même schéma qui se revit en fait. Donc elle m'a permis de comprendre ça. Et j'ai été suivie, je pense, 1 an à peu près, 1 an et demi. Et ensuite, par moi-même, je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que je romps ce cycle si je veux m'en sortir. Donc, j'ai commencé à supprimer les comportements compensatoires. Bon, après, j'ai fait beaucoup de sport, donc je pense que j'étais toujours un peu border quand même. Non, mais on sait que le sport, c'est bénéfique pour la santé, mais... Voilà, et en même temps, je pense que même si c'était une solution pas terrible parce que c'était beaucoup trop, mais ça permet de se reconnecter à son corps quand même, ça permet aussi de sortir, c'est-à-dire que quand j'étais très angoissée, bah, j'allais courir. Et donc, mine de rien, je pense que ça joue un peu sur les angoisses. Donc ça a été un peu des solutions que j'ai mis en place. J'ai eu aussi une solution très stupide, mais j'ai surchargé mon emploi du temps. Parce que comme souvent les crises arrivaient quand j'étais seule et que j'avais un peu un moment d'ennui ou de trou, quand je suis arrivée à la fac, j'ai commencé à apprendre, j'ai eu 2 jobs étudiants, je révisais plus longtemps à la BU, enfin, j'essayais vraiment de me dire, il ne faut pas que je me retrouve seule. Donc forcément, c'est pas du tout recommandé parce que j'étais épuisée à la fin, au bout d'un semestre. Mais par contre, en fait, ça m'a permis d'éloigner un petit peu les crises, en fait, de briser encore une fois ce cercle-là. Et petit à petit, j'en suis sortie. Aujourd'hui, je suis complètement guérie et j'ai plus du tout de... Enfin, la preuve que c'est aussi possible et c'est important de le dire. J'ai un rapport à l'alimentation qui est très sain. Tu manges de tout, même des choses sucrées. Et je prends plaisir surtout à manger. Et ça c'est venu vraiment sur le tard. Mais par contre, une fois que j'ai commencé à prendre du plaisir à m'ouvrir une tablette de chocolat sans que ça parte en n'importe quoi, à aller au restaurant, à goûter de nouvelles choses, ça, je me suis dit, ok, là, ça y est, je suis arrivée au bout, en fait. Donc ça, c'est important, mais c'est arrivé vraiment tard. Avant tout ça, il y a eu plein de petites étapes où on brise le cercle, on ralentit les crises, on travaille sur le regard qu'on a sur nous-mêmes, sur les angoisses. Je pense, je ne sais pas si un jour je serai une personne zen, mais en tout cas, je pense que ça traîne toujours un peu. Mais ça ne se traduit plus. On peut vivre avec des petits moments d'angoisse, ça peut le faire. Mais en tout cas, ça ne se traduit plus par des troubles. Un petit jardin japonais. Je n'ai pas essayé ça encore. Mais voilà, en tout cas, ouais, on peut vraiment en sortir avec des petites étapes comme ça. Et c'est des petites victoires qu'il ne faut pas négliger, je pense, à chaque fois. Être fière de chaque petite victoire. Ouais, c'est clair. Prendre le positif. Ouais, attention quand même, je mets mon petit bémol de psychiatre, mais attention aux solutions qu'on met en place et qui parfois sont à nouveau d'autres problèmes ou vont engendrer d'autres difficultés. Parce que c'est vrai que l'hyperinvestissement de ma journée, de ma profession, de ma scolarité, plus l'hyperactivité physique, ça reste des comportements qui ne sont pas adaptés finalement parce que on vient finalement transférer un mal-être avec des crises sur un surinvestissement, quelque chose qui en tout cas nous fait faire un peu l'autruche quelque part et ne règle pas le problème et qui risque de continuer à décompenser en fait. Donc ça peut être aidant et j'entends régulièrement des témoignages aussi de personnes qui disent moi j'ai fait du sport, ça m'a aidé à sortir de ça. Attention, moi je reste quand même assez vigilante parce que attention, le sport c'est bon pour la santé mais c'est pas bon pour tout le monde dans certains contextes, à certaines fréquences, à une certaine intensité et en fonction de comment on l'utilise aussi. Complètement. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que aujourd'hui avec le recul, je sais que ça a été délétère. En fait, j'ai mis ça en place, mais j'étais quand même extrêmement fatiguée, j'étais pas bien en fait. Du coup, ça a été des phases, mais c'est vrai que c'est pas des solutions. C'est pas des solutions pérennes et c'est pas...
Je pense qu'on fait un peu avec ce qu'on a, mais c'est pas du tout un bon... À court terme, ça a pu te soulager, je pense, sur le moment et diminuer ce cercle vicieux des crises qui s'enchaînent. Mais effectivement, c'est aussi problématique et ça doit être aussi pris en charge parce que ça risque de mal évoluer. En fait. Complètement. Un petit conseil, un petit mot d'espoir pour la fin, pour ceux qui nous regardent? Un petit conseil, je pense, ne pas rester seul, surtout. Essayer d'en parler, même si peut-être que la famille, ça peut être compliqué dans certaines situations. Quelqu'un, un ami ou un médecin, je pense qu'il faut extérioriser une première fois pour que ensuite ça déroule. Et puis garder espoir parce que on n'est pas condamné à rester malade et à rester avec ça toute sa vie. Donc, Ouais, je dirais la même chose, en parler. Et toutes les fois où j'en ai parlé, j'ai remarqué que ça a touché, comme vous l'avez dit, énormément de personnes et du coup on se sent moins seul. Parce que la copine tu penses qu'elle en souffre pas, peut-être qu'elle en souffre. Et on se sent moins seul quand on est deux et je trouve ça bien. On n'est plus enfermés et puis voilà. Grâce à vos témoignages, en tout cas, on peut faire de la sensibilisation et on peut donner tous les conseils concrets. Donc merci beaucoup. Merci docteur. Merci à toi. Et bonne continuation à toutes. On vous souhaite le meilleur. Si vous êtes un proche de quelqu'un qui vous parle de son mal-être, notamment de ses crises d'hyperphagie, n'hésitez pas à aller demander de l'aide aussi auprès d'un spécialiste, d'un psychologue, d'un médecin et à être présent, à être vraiment en soutien de la personne. D'ailleurs, je vous partage en description plein de ressources pour trouver dans l'information et de l'aide si vous êtes dans le cas de l'hyperphagie boulimique. Tu veux voir d'autres vidéos de ma série Sans tabou, je te propose celle-ci ou celle-ci.